Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez singulier. Il propose une lecture énergétique et psychologique de Nicolas Sarkozy. Hmm. Une analyse basée sur sa date de naissance, le 28 janvier 1955, et qui utilise, disons, des cadres comme l'analyse des chakras, la numérologie et même les archétypes du tarot. Oui, c'est un mélange assez particulier. C'est ça. Notre source, c'est donc ce rapport « Analyse approfondie de l'énergie et de la psychologie » de Nicolas Sarkozy. Alors, notre but ici, ce n'est pas de valider ces méthodes en soi, hein. Non, bien sûr. C'est plutôt de décrypter ce que ce document propose comme interprétation clé, voir quel éclairage ça peut éventuellement apporter sur le parcours de cette personnalité publique. D'accord. Une exploration des idées du rapport, donc. Exactement. Rappelons juste très vite le contexte. Une carrière politique fulgurante, maire de Neuilly, ministre plusieurs fois, président de 2007 à 2012. Une ascension très rapide, oui. Et puis, la période post-présidentielle. Beaucoup d'affaires judiciaires, financement de campagne Big Malion 2012, les soupçons libyens pour 2007. Mhm. Tout ça a mené à des condamnations, ce qui était inédit pour un ancien président français, pour corruption, trafic d'influence notamment. Des faits marquants, effectivement. Et dès le départ, ce document qu'on analyse, il met en avant une tension, une sorte de paradoxe central. Ah oui, lequel? Celui d'un visionnaire entravé, c'est leur terme. L'idée, c'est une intuition très forte, mais en parallèle, des difficultés à exprimer les choses, à les concrétiser. Intéressant comme point de départ. Un décalage. C'est ça, et c'est un peu le fil rouge qu'on va suivre. Alors, voyons comment l'analyse développe cette idée. Commençons peut-être par le schéma énergétique qu'elle propose. D'accord, allons-y. Le document insiste beaucoup sur l'analyse des chakras. Comment est-ce qu'ils sont présentés dans cette source? Vous pouvez nous en dire un mot? Oui. Alors, dans ce rapport spécifiquement, les chakras sont vus comme des centres d'énergie. Ils influenceraient notre bien-être physique et psy. D'accord. Et il y a des pourcentages qui sont donnés pour mesurer le flux d'énergie, le prana. Un score élevé, ce serait une force. Un score bas, un blocage, une sous-activité. L'idéal étant l'équilibre, bien sûr. Logique. Et pour Nicolas Sarkozy alors? Qu'est-ce que ça donne? Le profil qui est dépeint est très contrasté. D'un côté, on a les chakras supérieurs qui seraient exceptionnellement forts. C'est-à-dire? Ajna, le troisième œil, intuition, vision stratégique. Il est évalué à 82%. Sahasrara, le coronal, connexion spirituelle, idée abstraite à 77%. Ah oui, c'est élevé. Très. Selon cette lecture, ça suggérerait une capacité de vision, d'intuition vraiment hors norme. Et au milieu? Au milieu, c'est plus équilibré. Anahata, le cœur, empathie, relation est à 68%. Swadhisthana, le sacré, créativité, émotion à 61%. Ça semble fonctionner, disons, sainement. D'accord, donc le haut est très fort, le milieu équilibré. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la partie inférieure du système, d'après cette analyse, elle présente des faiblesses assez nettes. Ah, Manipura, le plexus solaire qui est lié au pouvoir personnel, à l'estime de soi, la volonté, il est à 44%. seulement 44%? Oui. Et Muladhara, le chakra racine, sécurité, stabilité, ancrage, il est encore plus bas, 40%. D'accord, donc des faiblesses sur le pouvoir personnel et l'ancrage. C'est ça. Ces scores faibles sont interprétés dans le document comme des signes de possible lutte de confiance, des difficultés à s'affirmer pleinement, ou même un sentiment d'insécurité, un manque d'ancrage fondamental. Je vois. Et il y a un point encore plus bas, je crois, hein. Oui, le point vraiment critique selon le document, c'est Vishuddha, le chakra de la gorge, évalué à seulement 29%. 29%, c'est très faible. Extrêmement faible. Et ce chakra, il régit la communication, l'expression, sa vérité. Donc un score aussi bas est interprété comme un blocage majeur, une difficulté à exprimer son monde intérieur, à trouver les mots justes, à communiquer clairement sa vision. Et c'est là qu'on retrouve cette image forte du rapport, le goulot d'étranglement du visionnaire. Exactement. C'est la métaphore qu'ils utilisent pour décrire ce déséquilibre, vraiment frappant. Une énergie immense en haut, dans la pensée, l'intuition, les 82%, 77%. Oui. Mais un canal très restreint pour faire passer tout ça, pour l'exprimer et le manifester dans le monde. Les 29% de la gorge, les 44% du plexus, les 40% de la racine. Donc une tête très puissante, mais du mal à faire sortir les idées et à les ancrer. C'est exactement ça, selon leur formule. Il aurait une puissante machine à idées, il saurait intuitivement quoi faire, mais le conduit pour communiquer ses idées serait comme rétréci. D'accord.
Et quelles seraient les conséquences d'après cette analyse? Elle serait systémique. La difficulté à communiquer sa vision, la gorge faible, ça impacterait directement son pouvoir personnel, le plexus solaire faible. Logique. S'il ne peut pas mobiliser le soutien ou traduire sa volonté en action concrète, son pouvoir diminue. Et cette difficulté à matérialiser et à concrétiser, ça affaiblirait aussi ses fondations, son sentiment de sécurité, le chakra racine faible. Donc tout serait lié. Oui, débloquer ce goulot, ce serait le défi central d'après le document. C'est une perspective énergétique assez particulière. Passons peut-être à la dimension psychologique que décrit ce rapport. Quelles sont les clés de lecture qu'il propose là-dessus? Alors, l'analyse met en avant deux typologies principales. D'abord, un tempérament qu'ils identifient comme dominant, le sanguin. Le sanguin. Classique dans les 4 tempéraments. Oui, voilà. Classiquement, le sanguin est décrit comme extraverti, optimiste, sociable, charismatique, plein d'énergie. Il aime le contact, il noue facilement des liens, il séduit. Ça correspond assez bien à l'image publique, effectivement. Tout à fait. Mais les défis associés à ce tempérament, ce serait une tendance à s'ennuyer vite, à être impulsif, une certaine difficulté peut-être avec la persévérance sur le long terme et une forte sensibilité au rejet ou à l'échec. D'accord, ça c'est pour le tempérament. Et l'autre typologie? Alors l'autre, c'est ce que le document appelle la typologie numéro 4, et il la rapproche très clairement de l'énéagramme de type 4. Ah oui, l'énéagramme. Le type 4, c'est l'individualiste, le romantique, c'est ça? Exactement. Et là, selon cette grille de lecture, on touche à des motivations plus profondes. Le type 4 serait mu par une peur fondamentale, celle de ne pas avoir d'identité propre, de ne pas être unique. Et donc un désir très fort de se trouver, de créer une identité spéciale, authentique. Une quête d'unicité? C'est ça. Les personnes de ce type, toujours selon la théorie, elles se sentiraient intrinsèquement différentes, un peu à part, parfois incomprises. Elles seraient sensibles, créatives, introspectives. Mais ça peut aussi mener à la mélancolie, à l'auto-absorption, à se replier un peu dans un monde intérieur riche, mais parfois douloureux. Mais attendez, là, on a encore un contraste. Sanguin extraverti, tourné vers les autres, et type 4 plutôt introverti, centré sur son monde intérieur, son unicité. Ça semble contradictoire, non? C'est justement présenté comme la clé de sa dynamique psychologique. Ce que le document appelle le paradoxe de l'extraverti solitaire. L'extraverti solitaire, j'aime bien l'image. Oui, l'idée, c'est que le sanguin décrirait le comportement extérieur, visible. Le masque social charismatique, engageant, qu'on utilise pour interagir avec le monde. D'accord, la façade. Voilà. Et le type 4, lui, décrirait la motivation interne, le paysage émotionnel central. Ce sentiment d'être différent, unique, spécial, peut-être incompris, avec cette quête d'intensité, de sens, une certaine mélancolie sous-jacente. Donc une tension constante entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ça, une dualité qui créerait une dynamique où il aspirerait à la connexion, au lien, ça c'est le sanguin, tout en se sentant fondamentalement seul, différent, ça c'est le type 4, même au milieu des autres. Son charme sanguin deviendrait alors en quelque sorte un outil pour chercher la validation, la reconnaissance que son noyau de type 4 désire ardemment. Ce qui peut être une source de dynamisme. Oui, mais aussi de frustration interne potentiellement, si la connexion reste superficielle ou si le sentiment d'incompréhension persiste. C'est fascinant comme lecture psychologique. Le document va plus loin, il part de dynamique fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a d'autres indicateurs énergétiques, disons, plus généraux. Par exemple, l'équilibre yin-yang. Ah oui. Le yang associé à l'action, l'extérieur, le masculin, est noté à 173. Le yin, intériorité, réceptivité, féminin, est à 151. Donc le yang est significativement plus élevé. Ce qui confirmerait l'orientation vers l'action. Oui, selon cette lecture, ça confirme un mode énergétique dominant actif, assertif, tourné vers l'extérieur, un homme d'action, cohérent avec le tempérament sanguin. D'accord, quoi d'autre? Il y a une comparaison assez spécifique entre ce que la source appelle le vouloir-désir, noté Khachu en russe, évalué à 22. 22. Et le pouvoir-capacité Moju, évalué lui à 40. 40. C'est presque le double. Oui, l'écart est notable. La capacité 40 serait presque double du désir 22. Alors, l'analyse ne dit pas juste qu'il manque d'ambition, elle va plus loin en utilisant les archétypes du tarot. Ah, le tarot revient. Oui. Le 22, Rochu, le désir, est associé au fou, le 22e arcane majeur. Les désirs illimités, les nouveaux départs, un côté un peu naïf ou non focalisé peut-être. D'accord. Le fou pour le désir. Et le 40? Le 40,
Mojo, la capacité, on le réduit numérologiquement à 4. 4 plus 0 égale 4. Et le quatrième arcane, c'est l'empereur. L'empereur. La structure, l'autorité, la construction, la manifestation matérielle. Exactement. Donc l'interprétation proposée, c'est que son potentiel inné, sa capacité structurelle, est celle d'un bâtisseur, d'un empereur, le 44. Mais ses désirs bruts, le fou, le 22, seraient plus diffus, moins structurés. Et surtout, et là on boucle avec les chakras, sa capacité à exprimer et canaliser ses désirs, rappelez-vous le chakra de la gorge faible à 29%, serait limitée. Ah, je vois le lien. Donc un potentiel de pouvoir, empereur, supérieur à sa capacité d'exprimer clairement son vouloir. Fou. C'est ça l'idée. Ça rejoint directement cette notion de goulot d'étranglement. Il aurait le potentiel d'un empereur, mais lutterait pour focaliser ses désirs et articuler sa vision pour incarner pleinement ce pouvoir. C'est une construction assez complexe, mais cohérente dans la logique du document. Y a-t-il d'autres indicateurs de ce type? Oui, rapidement, le document mentionne une boussole morale. L'altruisme, calculé à 68,1, serait supérieur à l'égoïsme, 51,4. Ce qui suggérerait une motivation plutôt tournée vers les autres? Comme une immense quantité d'énergie vitale brute, créative. La libido au sens large de Freud, en quelque sorte. Le carburant de ses ambitions. Et ça s'accompagne d'un type émotionnel qualifié d'énergique, confirmant une forte intensité, une forte réactivité émotionnelle. D'accord. Donc on a ce tableau, goulot d'étranglement énergétique, paradoxe psychologique de l'extraverti solitaire, tension entre le potentiel de l'empereur et les désirs du fou. La question cruciale maintenant, comment ce document spécifique relie-t-il tout ça aux événements concrets de sa carrière, notamment les controverses, les affaires judiciaires? Oui, c'est évidemment la partie la plus délicate et la plus interprétative de l'analyse proposée par ce document. J'imagine. Il établit des liens directs, qui restent bien sûr des hypothèses dans ce cadre très particulier. Par exemple, le chakra de la gorge faible, ce fameux 29%. Oui. Il est mis en relation non seulement avec une difficulté d'expression authentique, mais aussi potentiellement avec une tendance à la communication, disons, détournée ou secrète. Ah oui. Les affaires qui impliquent des communications cachées, comme l'affaire dite des écoutes, ou l'utilisation d'une ligne téléphonique secrète, sont citées dans le document comme pouvant relever de cette dynamique-là. Une difficulté à dire les choses directement et clairement qui pourrait mener à des voies parallèles. Je vois la logique. Dans le cadre de cette analyse, bien sûr. Exactement. Ensuite, la faiblesse du plexus solaire, le 44%, lié ici à la volonté, mais aussi à l'éthique personnelle, au respect de ses propres limites et de celles des autres. Oui. Eh bien, elle est présentée comme une explication possible à la poursuite du pouvoir par des moyens qui ont été jugés douteux. L'affaire Big Malion, avec le dépassement massif des dépenses de campagne, est donnée comme exemple. Une volonté forte, peut-être, mais qui, selon cette lecture, manquerait de tempérance éthique, de structure interne solide au niveau du plexus solaire. D'accord, et pour le chakra racine, le plus bas, à 40%? Lui, il est lié à la sécurité, notamment matérielle, à l'ancrage. L'interprétation proposée, qui est une faiblesse ici, pourrait être un moteur inconscient derrière une recherche de financement par tous les moyens. Une peur de manquer? Voilà, une peur sous-jacente de l'instabilité qui aurait pu pousser, selon cette analyse, à chercher la sécurité financière pour ses campagnes, disons sans regarder à la dépense ou à l'origine des fonds. Les accusations liées au financement libyen présumé sont vues sous cet angle dans le document. Une quête de sécurité matérielle qui primerait sur d'autres considérations. Et la psychologie là-dedans? Le sanguin, le type 4? Ils sont aussi mobilisés. L'impulsivité du sanguin, combinée au sentiment d'être spécial, différent du type 4, Oui. pourrait expliquer, toujours selon le document, une certaine propension à prendre des risques, à franchir les lignes, peut-être à se sentir un peu au-dessus des règles communes. Et la forte sensibilité du type 4, son sentiment d'être incompris, pourrait éclairer la manière dont les critiques ou les enquêtes ont pu être perçues. Non pas comme un examen légitime des actes, mais comme des attaques personnelles visant son identité unique. C'est une grille de lecture qui, finalement, propose de voir ces affaires non pas comme le fruit d'un excès de pouvoir, d'une volonté de puissance débridée, Non, pas exactement.
mais plutôt comme la conséquence des failles internes de ce visionnaire entravé par ses propres insécurités, ses blocailles énergétiques ou psychologiques. C'est bien ça l'idée centrale du document sur ce point précis. C'est tout à fait ça. L'analyse suggère que les actions qui ont posé problème pourraient découler de ces déséquilibres internes non résolus. La difficulté à exprimer sainement sa vision, à asseoir son pouvoir sur des bases éthiques vraiment solides et à trouver une sécurité intérieure profonde. Ce serait ça l'origine des dérapages, plutôt qu'une simple soif de puissance. C'est en tout cas l'interprétation qui est avancée par cette source spécifique qu'on examine. D'accord. Le document ne s'arrête pas là, il propose aussi une lecture de son parcours à travers différentes périodes de vie, en utilisant, encore une fois, les archétypes du tarot. Comment ça se présente ça? Oui, il y a une section « Période de vie » qui utilise les arcanes majeurs du tarot pour symboliser les défis et les opportunités de chaque grande phase de la vie. C'est assez schématique, mais ça donne une ligne directrice. Alors voyons ça. Pour la période de formation, disons 0-24 ans. De 0 à 12 ans, les arcanes dominants seraient l'empereur, le 4, structure, règles, figure paternelle, et la justice, le 8, cause à effet, équilibre, responsabilité. L'apprentissage des règles du jeu, en somme. Voilà. Puis, de 12 à 24 ans, on aurait le chariot, le 7, ambition, volonté, première affirmation de soi, et la grande prêtresse, le 2, intuition, monde intérieur, gestation. Donc déjà une tension entre action et introspection. Oui, un conflit assez classique à cet âge-là, selon cette lecture. Ensuite, la période de construction, 24-48 ans. La période de l'ascension politique majeure. Exactement. De 24 à 36 ans, les arcanes seraient le hiérophante, le 5, apprentissage formel, tradition, enseignement reçu, et l'ermite, le 9, sagesse intérieure, introspection, quête de sens. Une phase où il serait étudiant sur les deux plans, extérieur et intérieur. D'accord, apprendre et chercher. Puis, de 36 à 48 ans, la combinaison change. L'ermite, le 9, est toujours là, mais associé à l'empereur, le 4. Ah, retour de l'empereur. Oui. L'interprétation, c'est que la sagesse intérieure acquise, l'ermite, est maintenant appelée à être projetée à l'extérieur pour construire une structure de pouvoir, l'empereur. C'est la phase où il bâtit son royaume, pour reprendre l'image archétypale. Logique avec sa carrière. Et après 48 ans? La période de maîtrise. Alors là, c'est très intéressant. Pour la période 48-60 ans, on voit revenir la paire, hiérophante 5 et ermite 9. La même paire qu'entre 24 et 36 ans. Ah oui, une répétition. Qu'est-ce que ça signifierait d'après l'analyse? Le document parle de spirale du roi sage, je crois. C'est exactement ça. Cette répétition de la paire 5-9 hiérophante-ermite est vue comme très significative. C'est un appel à un changement de rôle, une évolution. Comment ça? La première fois, entre 24 et 36 ans, le 5-9 représentait l'acquisition de la connaissance et de la sagesse, la phase étudiant. La période suivante, 36-48 ans, avec le 9-4 ermite-empereur, c'était l'application de cette sagesse pour construire le pouvoir, le rôle du roi ou de l'empereur. Oui. La répétition du 5-9 à partir de 48 ans indiquerait une nouvelle étape. Passer de détenir le pouvoir, le roi, à enseigner, transmettre, guider grâce à l'expérience accumulée. C'est le rôle du sage, du mentor, incarné ici par le hiérophante, celui qui transmet le savoir sacré ou structuré, et l'ermite, le guide intérieur, celui qui éclaire le chemin. Donc, un voyage archétypal, classique. Le héros acquiert la connaissance, construit son royaume, puis devient un sage qui guide les autres. C'est tout à fait l'idée. Le destin ultime tracé par cette carte du tarot, ce ne serait pas de rester empereur indéfiniment, mais bien d'évoluer vers ce rôle de transmission, de devenir ce roi sage. Fascinant comme perspective. Et comment le document confronte-t-il ce chemin idéal du roi sage à la réalité vécue par Nicolas Sarkozy, surtout après sa présidence? Eh bien, l'analyse note que son mandat présidentiel, 2007-2012, tombe pile au début de cette période de transition vers le sage, 48-60 ans, marqué par le retour du 5-9. C'était le moment clé selon cette lecture. Oui. Pourtant, les actions observées par la suite, la tentative de réélection en 2012, le maintien d'une influence politique active, etc., sont interprétées dans le document comme un attachement persistant au rôle de l'empereur.
au pouvoir exécutif. Une difficulté à lâcher ce rôle. C'est ce que suggère l'analyse. Au lieu d'embrasser pleinement un rôle de conseiller, de mentor, de sage, les longues batailles judiciaires qui ont suivi sont vues comme une sorte de confrontation forcée avec l'héritage de sa période de roi. Ah oui. Il serait contraint de rendre des comptes sur ses actions passées. On retrouve là une résonance de l'énergie de la justice, le 8, présente dans l'analyse de son enfance plutôt que de choisir volontairement la voie du sage. La transition serait donc décrite comme difficile, comme entravée par le poids du passé et peut-être par une réticence à changer de rôle. L'héritage du roi entraverait l'émergence du sage. D'accord. C'est une interprétation assez forte des événements post-présidentiels. Si on essaie maintenant de faire une synthèse globale, quel portrait final émerge de toute cette analyse telle que présentée dans ce document spécifique? C'est un portrait très contrasté, vraiment. D'un côté, un extérieur perçu comme sanguin, yang, charismatique, énergique, tourné vers l'action, la conquête. Oui. Et de l'autre, un intérieur décrit comme étant de type 4, sensible, avec un fort sentiment de différence, une quête d'unicité, peut-être une certaine mélancolie ou un sentiment d'incompréhension. Le paradoxe de l'extraverti solitaire. Exactement. Le défi central identifié, c'est ce fameux goulot d'étranglement du visionnaire. Une intuition et une vision potentiellement très fortes, chakra supérieur, mais freinée par des faiblesses énergétiques dans la communication, gorge, l'affirmation de soi et le pouvoir personnel, plexus solaire, et l'ancrage, la sécurité, racine. Le parcours de vie, lui, est interprété comme une évolution naturelle, presque un destin archétypal, du roi vers le sage, une transition qui, dans les faits observés, se révélerait compliquée et difficile. Et les scandales, les affaires... Ils sont vus, dans cette grille de lecture très particulière, comme des conséquences possibles de ces déséquilibres non résolus, des failles internes, le goulot, la dualité, la tension, empereur fou, qui auraient pu mener à des actions jugées imprudentes ou manquant d'ancrage éthique et qui auraient sapé un potentiel initialement jugé très élevé. Et la voie vers l'harmonie selon ce document? Logiquement, elle passerait par le déblocage de ce goulot d'étranglement, travailler sur les chakras faibles, notamment la communication. Elle passerait ainsi par l'intégration de cette dualité psychologique, trouver des connexions plus authentiques qui nourrissent à la fois le sanguin et le type 4, et enfin, par l'acceptation consciente du rôle de sage, de transmission, que ce soit par le mentorat, l'écriture ou autre. Canaliser cette grande énergie vitale et cet altruisme fondamental vers ce rôle-là. Voilà donc les grandes lignes de cette analyse très spécifique, on le rappelle. Elle utilise des outils peu conventionnels, chakra, énéagramme, tarot, pour proposer une lecture psychologique et énergétique de Nicolas Sarkozy. Une lecture qui met en lumière des tensions interprétées comme centrales, le visionnaire empêché, l'extraverti solitaire, cette transition ardue du pouvoir à la sagesse. Oui, c'est une perspective singulière. Et au-delà du cas de Nicolas Sarkozy lui-même, et indépendamment de l'adhésion qu'on peut avoir ou non à ces méthodes d'analyse, bien sûr, l'exercice soulève une question plus large, je trouve. C'est dans quelle mesure nos propres dynamiques internes, nos forces, nos failles, nos paradoxes psychologiques, ou pourquoi pas nos blocages énergétiques, si on veut utiliser ce terme, qu'on en soit conscient ou pas, dans quelle mesure tout cela façonne-t-il les chemins que nous empruntons et les défis que nous rencontrons, que ce soit sur la scène publique pour certains ou tout simplement dans nos vies privées pour chacun d'entre nous. C'est une réflexion intéressante en effet, pour conclure cette exploration. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette tentative de décryptage d'une source complexe et de ses perspectives, disons-le, assez uniques.